Elle n'était qu'une femme de ménage noire, mais lorsque l'avion a connu des problèmes, les pilotes l'ont vue prendre les commandes. Les compartiments à bagages se sont ouverts brusquement. Les masques à oxygène sont tombés comme des fleurs fanées. Des cris ont retenti dans le vol 447. L'avion a été secoué violemment. Une femme serrait son bébé dans ses bras. À l'extérieur, les montagnes rocheuses s'étendaient à perte de vue, déchiquetées et impitoyables. Dans la cuisine, les mains encore humides d'avoir essuyé les comptoirs, je suis resté figé pendant exactement 2 secondes. 2 secondes pour décider, rester invisible ou entrer dans la lumière. Je m'appelle Lisa Monroe. Et avant ce moment, je n'étais qu'une femme de ménage que personne ne voyait. Image, une femme noire en uniforme gris, un seau à ses pieds, regardant fixement une allée en proie au chaos. 3 heures plus tôt. Aéroport international de Denver, 6h47. Je poussais mon chariot à travers la porte 22, vidant les poubelles, essuyant les accoudoirs, rendant les avions présentables pour des passagers qui ne me regarderaient jamais dans les yeux. 12 ans comme ça. 12 ans d'invisibilité. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne dans cet aéroport ne pouvait imaginer, j'avais accumulé plus de 800 heures de vol avant même de toucher un balai. Formation de pilote dans l'armée de l'air. Dans les 15% meilleurs de ma promotion. Qualifié sur les avions multimoteurs, certifié pour les protocoles d'urgence. J'avais tout, sauf une chose. Les bonnes relations, la bonne couleur de peau pour passer les entretiens où l'on me souriait poliment en me disant « Nous vous tiendrons au courant ». 6 ans de candidature. 6 ans de « Nous avons choisi quelqu'un de plus qualifié ». 6 ans à regarder des hommes avec la moitié de mes heures de vol entrer dans les cockpits tandis que j'entrais dans les placards d'entretien. Alors j'ai nettoyé des avions. Parce que les factures ne se paient pas toutes seules. Parce que survivre signifie ravaler ses rêves et ramasser ce qui reste. Mais la mémoire musculaire, elle ne s'efface pas avec du pinsol. Le vol 447 était une routine. Un nettoyage rapide avant le départ de 9h15 pour Chicago. Je terminais quand une petite fille noire, âgée d'environ 7 ans, a appuyé son visage contre la porte du cockpit. « Tu crois qu'il y a une femme pilote là-dedans » a-t-elle chuchoté à sa mère. Sa mère a souri tristement. « Peut-être un jour, ma chérie. » La petite fille m'a regardé, a regardé mon uniforme, ma peau, et j'ai vu cette lueur d'espoir s'éteindre avant même d'avoir pu s'épanouir. Car si tout ce qu'elle voyait, c'était des gens qui lui ressemblaient, nettoyant des avions sans jamais les piloter, de quoi pouvait-elle rêver? J'aurais dû m'éloigner. Au lieu de cela, je me suis agenouillé. Les meilleurs pilotes ne sont pas ceux qui n'affrontent jamais les tempêtes. Ce sont ceux qui savent les traverser. Je ne lui ai pas dit que j'étais l'un d'entre eux. À quoi cela aurait-il servi? 90 minutes plus tard, le visage de l'agent d'embarquement pâlit. Elle appuya sa main sur son oreillette, puis saisit le téléphone. Vol 447, quel est votre statut? Statique. Puis panique, le moteur 2 est en panne. Le copilote est inconscient. Nous déclarons une situation d'urgence. L'avion que je venais de nettoyer. La petite fille aux yeux rêveurs. J'ai agi sans réfléchir, bousculant les passagers, brandissant ma carte d'identité. Je dois me rendre au centre des opérations. Tout de suite. Madame, vous ne pouvez pas. Je suis pilote certifié. Cet avion est en difficulté. Le garde de sécurité regarda mon uniforme, puis mon visage. Doute. Incrédulité. L'hypothèse que quelqu'un comme moi ne pouvait pas savoir. Madame, reculez. 181 personnes sont sur le point de mourir. Vous voulez avoir ça sur la conscience? Je le bousculai et courus vers la salle des opérations où les protocoles d'urgence étaient mis en place. Le directeur de l'aéroport, Carson, se retourna brusquement lorsque je fis irruption dans la pièce. Mais qui diable? Lisa Monroe, ancienne pilote de l'armée de l'air, certifiée pour les avions multimoteurs. Quelle est la situation? Derrière lui, des bruits de radio. La voix tendue du capitaine Mitchell, nous perdons de l'altitude. J'ai besoin d'options. Le copilote est hors service. Je ne peux pas gérer cela seul. Vous êtes la femme de ménage, dit Carson d'un ton neutre. Je suis une pilote qui nettoie des avions parce que votre industrie refuse de m'embaucher. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception des communications mourantes. Dehors, quelque part au-dessus des Rocheuses, le vol 447 tombait du ciel. Et la seule personne dans cet aéroport ayant la formation nécessaire pour aider se tenait là, dans un uniforme gris qui la rendait invisible. Si vous vous demandez si ces 181 âmes ont trouvé la terre ferme plutôt que la tombe, restez avec moi. Abonnez-vous, car ce qui s'est passé ensuite a bouleversé toutes les idées reçues sur ceux qui méritent de voler.
La radio grésilla. Le capitaine Mitchell, en urgence, nous sommes à 18 000 pieds et nous descendons. Que quelqu'un me donne des options. Carson me regarda une fois de plus. Puis il fit son choix. Carson a saisi la radio. Sa main tremblait. Vol 447, nous avons quelqu'un qui pourrait vous aider. Statique. Puis la voix du capitaine Mitchell, sceptique et paniqué. Qui? Carson m'a regardé. 12 ans à me regarder nettoyer. 12 ans sans jamais me demander ce que je faisais avant le balai. Maintenant, il misait 181 vies sur la femme qu'il avait à peine vue. Il m'a tendu le casque. Capitaine Mitchell, ici Lisa Monroe. Formée par l'armée de l'air, certifiée multimoteur. Parlez-moi de vos systèmes. Le silence s'est prolongé pendant 3 secondes qui m'ont semblé durer des heures. Vous êtes qui? La personne qui va vous aider à faire atterrir cet avion. État du moteur gauche? Je pouvais l'entendre respirer, calculer, décider s'il fallait faire confiance à la voix d'une femme qu'il avait probablement croisée des centaines de fois. Le moteur 2 est en panne. Le moteur 1 surchauffe. Le système hydraulique est défaillant. Le copilote Reeves est hors service. Nous perdons de l'altitude à raison de 400 pieds par minute. Je fermai les yeux. Tous les protocoles d'urgence que j'avais intégrés dans ma mémoire musculaire me revinrent instantanément à l'esprit. Réduisez la puissance du moteur 1 à 70%. Réglez manuellement le compensateur pour compenser la poussée asymétrique. Comment savez-vous? Parce que j'ai déjà vécu cette situation. Faites-moi confiance ou non, mais la physique se moque de vos doutes. J'entendis des interrupteurs cliquer, le changement de tonalité du moteur en difficulté. La descente ralentit, dit-il prudemment. Qui êtes-vous, bon sang? Quelqu'un dont votre industrie a oublié l'existence. Carson s'approcha. Nous devons vous faire monter dans cet avion. Il est à 30 minutes et continue de descendre. Comment? Il criait déjà des ordres. En quelques minutes, le plan était prêt. Un hélicoptère. Une autorisation d'urgence. Reliez-moi en continu. C'était fou. C'était la seule option. Lisa, dit Carson, utilisant mon nom comme si j'étais humaine pour la première fois en 12 ans. Si ça tourne mal. Ça ne va pas mal se passer. Parce que je me suis préparé à ce moment chaque jour où j'ai poussé ce chariot devant les cockpits où j'aurais dû être assise. 15 minutes plus tard, les pales de l'hélicoptère fendaient l'air des montagnes. Attaché, un casque me reliant au capitaine Mitchell, je regardais l'altimètre du vol 447 descendre inexorablement vers le désastre. Lisa, le passager du siège 12C, est en train de faire une crise cardiaque. La panique se répand. Concentrez-vous sur le pilotage. Les agents de bord s'occupent des urgences médicales. Votre travail consiste à ramener tout le monde vivant au sol. Facile à dire depuis un hélicoptère. Vous pensez que c'est facile? Je vois 181 personnes dépendre d'un capitaine qui tient à peine le coup et d'un système qui m'a répété pendant des années que je n'étais pas assez compétente pour aider. Silence. Puis, pourquoi avez-vous arrêté de voler? Je n'ai pas arrêté. On m'a empêché de voler. Il y a une différence. En dessous, je pouvais maintenant voir le vol 447, un oiseau blessé laissant une traînée de fumée. Le pilote de l'hélicoptère, Torres, m'a jeté un coup d'œil. Vous pensez vraiment pouvoir les sauver? Je pense que je suis la seule à pouvoir le faire. Nous avons descendu vers l'altitude de l'avion. Le plan était sans précédent, égaliser la vitesse, effectuer le transfert en plein vol par la trappe de maintenance d'urgence. Cela avait été fait 2 fois dans l'histoire de l'aviation, les 2 fois par des équipes de sauvetage expérimentées. Jamais par une femme de ménage vêtue d'une combinaison de vol empruntée. Nous sommes à 12 000 pieds. Si nous descendons plus bas, je perdrai complètement le contrôle des surfaces. La voix de Mitchell était désormais calme, concentrée. Vitesse, 280 nœuds et en baisse. Combustible, 23 minutes. Peut-être. À travers la fenêtre, je pouvais voir les visages des passagers pressés contre les hublots du vol 447. Peur. Prière. Cette petite fille était là-dedans. Celle qui avait posé des questions sur les femmes pilotes. Aujourd'hui, elle allait avoir sa réponse. Torres, fais-moi monter dans cet avion. Tu es folle. Probablement. Mais j'ai aussi raison. L'hélicoptère trembla lorsque nous avons atteint la même vitesse. Le vent sifflait entre les 2 appareils. Un seul faux mouvement et les 2 véhicules auraient plongé en spirale dans les montagnes. La voix de Carson grésilla. Lisa, tu n'as pas à faire ça. Nous pouvons lui donner des instructions à distance. Il est seul, avec des systèmes défaillants et une urgence médicale. Des instructions à distance ne suffiront pas. Quelqu'un doit être dans ce cockpit.
Alors tu vas simplement sauter d'un avion à l'autre à 3350 mètres d'altitude? Non, répondis-je en détachant ma ceinture. Je vais piloter. La trappe d'urgence n'avait pas été conçue pour les transferts en plein vol. Moi non plus. Mes 12 années passées dans l'ombre m'avaient appris une chose. Quand le monde n'attend rien de vous, vous êtes libre de réaliser l'impossible. Torres nous a amenés à moins de 5 mètres. Le souffle des rotors et du moteur à réaction a créé un tourbillon d'air hurlant. Mitchell a crié dans le casque, « C'est du suicide !» Non, ai-je répondu en agrippant le câble de transfert. C'est plus que temps. Ce qui allait se passer dans les 60 secondes suivantes prouverait soit que j'avais toujours eu ma place dans ce cockpit, soit que tous les sceptiques avaient raison. Et quelque part en dessous, les montagnes attendaient pour juger quelle vérité allait s'imposer. Le câble brûlait mes gants tandis que je me balançais entre les machines. Le vent me fouettait le corps avec la force d'un ouragan. En dessous, rien d'autre que des montagnes et la gravité qui attendaient de faire une nouvelle victime. Mais j'avais passé 12 ans à être une victime. Aujourd'hui, je réécrivais l'équation. Mes bottes heurtèrent le toit de l'avion. Le métal vibrait sous le hurlement du moteur en panne. Je me précipitai vers la trappe de maintenance, mes doigts trouvant le dispositif de déverrouillage d'urgence. Il ne bougeait pas. « Lisa, tu as 20 secondes avant la turbulence », cria Torres. Je tirai plus fort. Le mécanisme était grippé, rouillé par le manque d'utilisation. Parce que personne n'avait imaginé avoir besoin d'accéder au cockpit de cette manière. Personne n'avait imaginé que quelqu'un comme moi en aurait besoin. Je frappai le loquet avec mon poing. Une fois. 2 fois. Au 3e coup, il céda. Je tombai dans le puits de 2 mètres et atterris accroupi entre les sièges des pilotes. Le capitaine Mitchell se retourna, les yeux écarquillés. « Vous avez réussi », souffla-t-il. « Vous avez douté de moi ? » Honnêtement ? Oui. Je pris conscience du chaos qui régnait dans le cockpit. Des voyants d'alerte clignotaient partout. L'altimètre indiquait 9800 pieds et continuait de descendre. La vitesse diminuait. La température du moteur était critique. La pression hydraulique était à 15%. C'était pire que ce qu'il avait décrit. Depuis combien de temps pilotes-tu seul ? 38 minutes. Tu devrais être mort. Je sais. Je me glissai dans le siège du copilote, scrutant des instruments que je n'avais pas lus depuis des années. Mais le langage me revint instantanément. Comme respirer. Comme rentrer chez soi dans une maison dont on avait été exclu. Nous ne pouvons pas atteindre Chicago, dis-je. Je le sais aussi. Aéroport municipal de Rawlins. Wyoming. À 65 km au nord-est. Une seule piste, mais suffisamment longue si nous atterrissons sans encombre. Mitchell fixait l'écran. Il faut traverser un col de montagne. Avec un seul moteur et sans système hydraulique, ce serait comme passer le fil dans le chat d'une aiguille en pleine tempête. Vous avez une meilleure idée. Il n'en avait pas. Alors laissez-moi piloter. Ses mains hésitèrent sur les commandes. À cet instant, je compris tout. Le doute. Le conditionnement. Une vie entière de suppositions sur qui commande et qui nettoie. Même maintenant, à quelques minutes de la mort, il se demandait s'il pouvait me faire confiance. Vous avez suivi mes instructions pendant 1 heure, dis-je calmement. Elles vous ont maintenu en vie. Maintenant, donnez-moi les commandes et laissez-moi terminer. Le capitaine Mitchell prit une inspiration. Puis il fit quelque chose que j'attendais depuis 12 ans. L'avion est à toi. Une vague d'énergie m'envahit. Ce n'était pas de l'ego, ni une revanche. Juste une concentration pure et cristalline. C'était pour cela que j'avais été conçu. Ce qu'ils avaient essayé d'enterrer sous l'eau de lavage et le mépris. J'ai enroulé mes doigts autour des commandes. Mitchell, dites à Rawlins que nous arrivons à toute vitesse. Équipement d'urgence, mousse sur la piste, évacuer tout le trafic. Pendant qu'il communiquait par radio, j'ai évalué notre situation. Le moteur en panne créait une résistance énorme. Le moteur en état de marche surchauffait, à quelques minutes de la panne. Le système hydraulique était pratiquement hors service. Et nous étions lourds, avec trop de carburant pour un atterrissage en toute sécurité, mais pas le temps de le larguer. C'était le scénario conçu pour éliminer les pilotes en formation. Celui qui était insoluble. Rawlins est prêt, a dit Mitchell. Mais il y a des vents latéraux à 30 nœuds et la visibilité diminue. Évidemment. À travers le pare-brise, les nuages d'orage s'amassaient comme un verdict. Le col de montagne se profilait devant nous, étroit et impitoyable. J'ai ajusté notre cap, sentant l'avion lutter à chaque centimètre. Sans système hydraulique, il fallait mes 2 mains et tout le poids de mon corps pour actionner les commandes. Mes bras me brûlaient.
Altitude 8200 pieds. Nous devons monter pour franchir le col, dit Mitchell d'une voix tendue. Impossible. Nous n'avons pas assez de puissance. Nous allons passer à cette altitude. C'est de la folie. Vous vouliez que je pilote cet avion. Laissez-moi le piloter. Les montagnes s'élevaient de chaque côté comme les murs d'une tombe. Le col se rétrécissait. Des rafales de vent soufflaient dans 3 directions différentes. L'avion a fait une embardée et a chuté de 15 mètres en un instant. Derrière nous, des cris provenaient de la cabine. Cette petite fille était là, à l'arrière. Elle observait. Elle apprenait ce qu'il était possible de faire quand quelqu'un refusait d'accepter l'impossible. J'ai lutté contre les turbulences, lisant l'air comme un texte. C'était l'instinct associé à l'entraînement, associé à 12 années de rage transformées en précision. Nous avons franchi le col. Dieu merci, murmura Mitchell. Devant nous, les plaines du Wyoming s'étendaient, plates et claires. Et là, une seule bande de béton scintillait dans la lumière déclinante. L'aéroport municipal de Rawlins. 10 miles. Mitchell abaisse manuellement le train d'atterrissage. Les indicateurs sont hors service, nous volons donc à l'aveugle quant à leur verrouillage. Il actionna le mécanisme. Un grincement métallique résonna lorsque les roues descendirent. Impossible de confirmer le verrouillage. On atterrit quand même. J'alignai notre approche. Trop rapide. Trop lourd. Trop endommagé. Mais aligné. La voix de Carson grésilla dans la radio. Lisa, tout le pays regarde. Les hélicoptères des chaînes d'information vous filment en direct. J'éteignis la radio. Il ne s'agissait pas du pays. Il s'agissait de 181 personnes qui méritaient un lendemain. Il s'agissait d'une fillette de 7 ans qui avait demandé s'il y avait des pilotes qui lui ressemblaient. Approche finale, ai-je dit. Mitchell, quand nous toucherons le sol, freine uniquement manuellement. Nous allons atterrir brutalement. La piste se rapprochait rapidement. 500 pieds. 400. 300. Chaque rejet. Chaque rejet. Chaque fois que quelqu'un me regardait comme si je n'étais pas là. Tout cela brûlait dans mes veines, alimentant mes mains qui refusaient de trembler. 200 pieds. Le sol était à quelques secondes. Et entre moi et le désastre, il n'y avait que mon habileté, ma volonté et la vérité que certains d'entre nous sont nés pour voler, même si nous devons nous battre pour atteindre le ciel. 100 pieds. Les roues ont embrassé le béton dans un crissement. L'avion a rebondi, puis s'est écrasé à nouveau. Le métal a grésillé. Des étincelles ont jailli lorsque le train d'atterrissage a raclé l'asphalte. Les freins, ai-je crié. Mitchell a mis tout son poids dans le système manuel. L'avion a tremblé, luttant contre les lois de la physique. À 50 pieds de la fin, nous nous sommes arrêtés. Pendant 3 secondes, le silence. Puis la cabine a explosé. Des pleurs. Des cris. Des prières. Le bruit de 181 âmes réalisant qu'elles avaient survécu. Je restai immobile, les mains toujours agrippées aux commandes. Mitchell se tourna vers moi, les yeux humides. Tu viens de réaliser l'impossible. Avant l'évacuation, je jetai un dernier regard à travers la porte du cockpit. La petite fille de la porte d'embarquement me fixait du regard. Sa mère la serrait fort dans ses bras, toutes deux en larmes. Elle avait demandé s'il y avait des femmes pilotes. Maintenant, elle savait. Les passagers ont glissé sur les toboggans d'évacuation. Un par un, ils ont touché le béton. Ils se sont serrés les uns contre les autres. L'homme d'affaires qui s'était agrippé à son accoudoir sanglotait maintenant ouvertement. La victime de la crise cardiaque était installée sur une civière, vivante. Je suis sorti la dernière dans le crépuscule du Wyoming. Des hélicoptères de presse. Des dizaines. Des caméras partout, diffusant en direct. Des millions de personnes avaient vu une femme de ménage se laisser tomber sur un avion en panne et le guider à travers les montagnes. Carson se fraya un chemin à travers la foule, le téléphone collé à l'oreille, le visage transformé. Lisa, la FAA est en ligne. Les compagnies aériennes. Tout le monde veut savoir qui vous êtes. Ils le savent déjà. Ils n'ont simplement jamais pris la peine de chercher. Un journaliste s'est frayé un chemin, madame. Comment une femme de ménage a-t-elle appris à piloter? Le capitaine Mitchell s'est avancé, sa voix portant à travers le tarmac. Cette femme vient d'effectuer l'atterrissage d'urgence le plus difficile que j'ai vu en 30 ans. Elle a négocié un col de montagne avec un seul moteur et sans système hydraulique. Elle a sauvé 181 vies, dont la mienne. La caméra du journaliste se tourna vers elle. Comment vous appelez-vous? Lisa Monroe. Et vous travaillez comme? Je nettoie les avions. Parce qu'il y a 12 ans,
Toutes les compagnies aériennes m'ont dit que je n'étais pas qualifié pour les piloter. Mitchell poursuivit, la colère aiguisant ses mots. Elle a plus de 800 heures de vol à son actif. Une formation dans l'armée de l'air. Des certifications d'urgence que la plupart des pilotes commerciaux n'ont pas. Et nous l'avons obligée à passer la serpillière. La petite fille se dégagea et courut vers moi. Sa mère la laissa partir. Elle s'arrêta à 1 mètre de moi, haletante. « Êtes-vous vraiment pilote ?» Je m'agenouillai à sa hauteur. « Oui, je le suis. Mais ils ont dit que vous nettoyiez les avions. » Je fais ça aussi. Parce que parfois, le monde vous dit ce que vous pouvez être avant que vous ne lui montriez qui vous êtes. Je veux être comme vous. Alors sois meilleur que moi. Sois si doué qu'ils ne pourront pas t'ignorer. Sa mère m'a embrassé, les larmes aux yeux. Merci de nous avoir ramenés chez nous. Carson est apparu avec son téléphone. À l'écran, un concierge sauve un vol. La nation remet en question les pratiques d'embauche dans l'aviation. Mon visage. Pas celui de la femme de ménage invisible. Celui du pilote qui avait accompli l'impossible. Ça fait le buzz, dit Carson. Toutes les chaînes en parlent. Le Congrès demande une enquête. Quand l'invisible devient indéniable, les systèmes commencent à se fissurer. Si vous croyez que certaines vérités ont besoin de témoins, restez avec nous. Un SUV noir s'est arrêté. Une femme en tailleur chic en est sortie. Madame Monroe, je suis Jennifer Walsh, vice-présidente des opérations pilotes chez United Airlines. Derrière elle, des représentants de Delta, American, Southwest. Toutes les compagnies aériennes qui m'avaient rejeté. Nous devons discuter pour réparer cette injustice. Pour vous offrir le poste que vous auriez dû occuper il y a 12 ans. J'ai regardé Mitchell. Carson. Les caméras. La petite fille qui regardait. Vous voulez réparer cette injustice? Alors ne vous contentez pas de m'embaucher. Changez le système qui m'a rendu invisible. Créez des pratiques d'embauche transparentes. Recrutez dans les communautés que vous avez ignorées. Financez la formation des personnes qui n'ont pas les moyens de suivre une école de pilotage. Faites en sorte que la prochaine Lisa Monroe n'ait pas à faire atterrir un avion en perdition avant que quelqu'un ne reconnaisse sa valeur. Walsh acquiesça lentement. Nous pouvons le faire. Mettez-le par écrit. Tant que vous ne l'aurez pas fait, je ne suis pas intéressé. La foule a commencé à applaudir. Lentement, puis de plus en plus fort. Il ne s'agissait pas d'un emploi. Il s'agissait de démanteler les barrières. De forcer une industrie à faire face aux talents qu'elle avait gaspillés, aux vies qu'elle avait rejetées. Alors que le soleil se couchait sur le Wyoming, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas seulement posé un avion. J'avais forcé un règlement de compte. Mais toute révolution a ses ennemis. Et dans l'ombre de cette foule, quelqu'un calculait déjà comment me faire payer d'avoir osé m'élever au-dessus de la place qu'on m'avait assignée. 3 semaines plus tard, la riposte est arrivée. Un rapport anonyme a fait surface, remettant en question mes qualifications. Des divergences dans les dossiers de formation, affirmait-il. La source? Un initié de l'industrie qui avait passé des décennies à contrôler les cockpits. Les médias se sont déchaînés. Les animateurs de talk-shows ont débattu pour savoir si j'avais eu de la chance. Les trolls en ligne ont inondé mon nom de doute. Un dirigeant a suggéré que l'urgence n'était pas aussi grave que ce qui avait été rapporté. Ils essayaient d'effacer ce que des millions de personnes avaient vu en direct. Mais ils avaient oublié quelque chose. Le capitaine Mitchell était toujours en vie. Tout comme les 181 passagers. Et les enregistreurs de données de vol ne mentent pas. Mitchell a tenu une conférence de presse sans prévenir. Il a apporté les données de la boîte noire. Son journal de bord. Des reçus. Lisa Monroe a effectué 17 manœuvres critiques pendant cet atterrissage, a-t-il déclaré d'une voix ferme et déterminée. Chacune d'entre elles était parfaite, comme dans les manuels. Quiconque remet en question ses compétences peut vérifier les données par lui-même. Mais voici ce que les données ne montrent pas. Le courage qu'il a fallu pour entrer dans un cockpit après que l'industrie lui ait répété pendant 12 ans qu'elle n'avait pas sa place. Les passagers se sont organisés. Tous les survivants ont signé une lettre adressée au Congrès pour exiger une réforme. La mère de la petite fille a lancé une pétition qui a recueilli 4 millions de signatures en 2 jours. Les compagnies aériennes ne pouvaient plus l'ignorer. 6 mois après l'atterrissage, la loi sur l'égalité dans l'aviation a été adoptée. Recrutement transparent obligatoire. Contrôle indépendant du recrutement. Formation financée pour les communautés sous-représentées. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès. Jennifer Walsh a tenu parole. United a créé la Lisa Monroe Flight Academy, entièrement financée pour les aspirants pilotes issus de milieux défavorisés.
Delta, American et Southwest ont suivi. Je ne suis pas retourné nettoyer des avions. Mais je n'ai pas non plus accepté un poste de pilote commercial. Au lieu de cela, je suis devenue instructrice en chef à l'académie qui porte mon nom. J'enseigne à la prochaine génération. Je veille à ce qu'ils n'aient jamais à choisir entre leurs rêves et leur survie. Le jour de la remise des diplômes de notre première promotion, 47 nouveaux pilotes ont reçu leur certification. Des femmes, des personnes de couleur, des Américains de première génération, des enfants issus de communautés qui n'avaient jamais vu quelqu'un comme eux dans un cockpit. La petite fille du vol 447 était dans le public. Elle avait maintenant 9 ans. Elle m'avait écrit tous les mois depuis l'atterrissage. Après la cérémonie, elle s'est approchée avec un dessin, crayonné sur du papier cartonné. Une femme à la peau brune en uniforme de pilote, debout devant un avion. « C'est vous », m'a-t-elle dit. « Et un jour, ce sera moi aussi. » Je me suis agenouillé, comme sur cette piste du Wyoming. « Comment tu t'appelles ?»« Sarah. »« Sarah, quand tu deviendras pilote, et tu le deviendras, souviens-toi d'une chose. Tu ne voleras pas seulement pour toi. Tu voleras pour toutes les personnes à qui on a dit qu'elles ne pouvaient pas. Pour tous les rêveurs qui ont été rejetés. » Son regard était sérieux, compréhensif. Comme vous l'avez fait. Comme nous le faisons tous quand nous refusons de rester invisibles. 3 ans se sont écoulés depuis le vol 447. L'industrie aéronautique ne s'est pas transformée du jour au lendemain. Les préjugés ne disparaissent pas après un seul atterrissage. Mais les fissures deviennent des fractures. Les fractures deviennent des ruptures. Et les ruptures deviennent des ouvertures par lesquelles la lumière finit par passer. Le capitaine Mitchell a pris sa retraite l'année dernière. Lors de la cérémonie, il a déclaré à une salle remplie de cadres que sauver le vol 447 n'était pas sa plus grande réussite. Me confier les commandes l'était. Sarah vient de s'inscrire à notre programme pour les jeunes. Elle est première de sa classe. Elle a un instinct naturel, des mains sûres, un cœur intrépide. Dans 10 ans, elle sera dans un cockpit. Et elle n'aura pas à faire atterrir un avion en perdition pour que quelqu'un la prenne au sérieux. C'est ça, la justice. Ce n'est pas la vengeance. Ce n'est pas une transformation du jour au lendemain. C'est un travail lent et délibéré pour s'assurer que la prochaine personne n'aura pas à se battre aussi fort pour être vue. Je suis toujours dans les airs, où j'enseigne désormais le pilotage à d'autres. Et chaque fois qu'un élève vole en solo pour la première fois, je me souviens de quelque chose. Nous n'avons jamais été le problème. C'était le système qui nous rendait invisibles. Le vol 447 m'a appris que survivre ne consiste pas seulement à atterrir en toute sécurité. Il s'agit de s'assurer que tous les passagers aient la chance de voler. Je m'appelle Lisa Monroe. J'étais une femme de ménage qui a sauvé 181 vies. Mais plus que cela, je suis la preuve que votre valeur ne dépend pas de ceux qui la reconnaissent. Elle dépend de vous, qui devez la reconnaître en vous-même et refuser de laisser quiconque vous convaincre du contraire. Le ciel n'a jamais été fermé. Nous avons simplement dû enfoncer les portes qu'ils ont essayé de verrouiller. Et si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait voir différemment les personnes invisibles qui vous entourent, alors transmettez-la. Abonnez-vous, car les révolutions ne commencent pas avec une permission, elles commencent avec une personne qui refuse d'accepter la place qui lui a été assignée. Le monde est plein de gens qui poussent des chariots, nettoient des sols, font des travaux qui les font disparaître. Mais certains d'entre eux sont des pilotes. Certains d'entre eux sont des héros qui attendent le moment où ils devront se manifester. Et quand ce moment arrive, ils ne se contentent pas de sauver des vies. Ils changent le monde.